Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire offert par Rose Up Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association de patients qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes de cancer. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que vous nous connaissez. Nous avons également un site internet, rose-up.fr, qui contient non seulement les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Nous vous accompagnons via nos Maisons Roses à Paris et à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas ces villes, via des ateliers en ligne et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Alors, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui, j'anime un webinaire autour de la question du diagnostic et de la biopsie avec le docteur Anne-Vincent Salomon. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes. Bonjour Émilie, je m'appelle donc Anne-Vincent Salomon, je suis pathologiste. Je travaille à l'Institut Curie à Paris et je m'occupe de diagnostic de cancer et de cancer du sein tout particulièrement depuis de nombreuses années. Voilà. Merci. Alors, avant de lancer le webinaire et de commencer à vous poser des questions sur cette thématique, je vais juste rappeler le fonctionnement. Donc, pour celles qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le petit onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Et pour les personnes qui nous suivent en live sur Facebook, vous pouvez poster vos questions en commentaire et je transmettrai au fur et à mesure vos questions au docteur. Donc, pour lancer ce webinaire, première question toute simple. Donc, pour établir un diagnostic, on a besoin d'une biopsie, mais c'est quoi au juste une biopsie et à quoi ça sert? Ouais. Alors effectivement, on ne pose un diagnostic de cancer que s'il y a une analyse du tissu tumoral. Et en fait, la biopsie, c'est un petit prélèvement de la tumeur, un échantillon de la tumeur qui est prise par le radiologue à l'aide d'aiguilles. Il y a plusieurs types de situations, en fait. Soit le médecin radiologue a vu des microcalcifications qu'il a jugées suffisamment particulières et inquiétantes pour devoir être explorées par une biopsie. Donc, les microcalcifications, généralement, elles vont donner lieu à ce qu'on appelle une macrobiopsie, avec des aiguilles qui sont de plus gros calibre D'accord. et qui se passent sur une table un peu particulière. Et l'autre situation, c'est qu'il y a ce qu'il appelle une masse ou une opacité. Et là, il y a une microbiopsie qui est faite, c'est-à-dire que l'aiguille est de plus petit calibre et le tissu que l'on va analyser est plus petit. Voilà. D'accord. Bon, alors, très bien. Et alors, concrètement, comment ça se passe une biopsie? Donc, vous avez dit que c'était le radiologue, c'est ça qui fait l'intervention? Exactement, donc c'est dans le cabinet de radiologie. Généralement, donc, on a fait la mammographie Mhm. ou le gynécologue ou soi-même, on a palpé quelque chose dans son sein. Dans le Donc, on a cadre vu du le cancer du radiologue. Voilà, on a vu le radiologue déjà. Et il nous reconvoque pour faire cette biopsie. Donc, la peau est bien sûr anesthésiée. sein. Mhm. L'anesthésiant est également injecté dans le tissu du sein. Pour la macrobiopsie, on est à plat ventre sur une table un peu surélevée et le D'accord. radiologue va opérer en dessous, le sein étant un peu comprimé dans un trou qui est prévu à cet effet dans la table. D'accord. Et ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, c'est un peu plus long, Ah oui, c'est relativement la long. Ouais. macrobiopsie, voilà. Et la microbiopsie, en revanche, ça se fait plutôt en position allongée. Mhm. De la même façon, la peau va être anesthésiée et l'anesthésiant est injecté également un peu dans le tissu du sein. Et donc, là, le radiologue prend ce qu'il appelle un pistolet, en fait, parce Oui, que c'est oui. armé avec une aiguille qui va aller biopsier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va essayer de prendre plusieurs fragments de la D'accord. tumeur et en faisant bouger l'orientation de cette aiguille de façon à ce qu'on prélève des petits fragments, des tissus, des bouts de tissu de la tumeur à différents endroits pour essayer de bien explorer les différents endroits de la tumeur. Voilà. Alors, Donc, là, on a donné l'exemple du cancer du sein parce que c'est vrai que c'est oui,
personnes qui nous suivent sont essentiellement des femmes qui sont touchées par un cancer du sein, mais pas que. Mais Oui. les étapes sont à peu près les mêmes, quel que soit l'organe touché, j'imagine. Alors, ça peut être un peu différent, en fait. Par exemple, pour le cancer du col, Oui. ça va être une biopsie qui est faite par le gynécologue. On est Mhm. installé en position gynécologique, comme quand on fait un frottis. Oui, Et là, il va y avoir soit une biopsie faite sous colposcopie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de loupe qui d'accord. permet au gynécologue de mieux voir les lésions, là où il faut prélever. Et puis après, il y a quelquefois besoin d'avoir une biopsie au bloc opératoire pour le col, si c'est dans l'endocol en particulier, et ou dans l'endomètre, dans la cavité de Oui. l'utérus. Alors Mhm. là, ça se fait sous anesthésie générale D'accord. et c'est fait par un endoscope qui rentre dans la cavité de l'utérus. Et D'accord. puis après, il y a un autre cas de figure qui est le cancer de l'ovaire. Mhm. On est vraiment au bloc opératoire et le chirurgien fait ce qu'on appelle une célioscopie, Oui. c'est-à-dire qu'il va en fait gonfler le ventre, Oui. faire un petit trou au niveau de l'ombilic Mhm. et introduire, pareil, un endoscope, c'est-à-dire une petite caméra Oui. avec des pinces qui sont à côté de la caméra pour aller regarder où il y a des lésions et où il faut biopsier. Voilà. Donc c'est D'accord. toujours le même principe. Mhm. La biopsie, c'est un petit fragment de la tumeur qui va être donné au pathologiste, c'est-à-dire au médecin comme Ok. le métier que j'exerce. Voilà. Et alors, vous disiez on est amené à prélever à plusieurs endroits de la tumeur. Pourquoi on fait ça? On fait ça vraiment pour bien documenter toutes les zones de la tumeur, parce qu'en fait, on sait qu'il peut y avoir des tumeurs qu'on dit, nous, hétérogènes. Mhm. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, bon, encore pour le cancer du sein, mais Oui, ça sera. ça peut être vrai aussi pour le cancer de l'ovaire. Euh, on, on va regarder sur la biopsie différents marqueurs. Oui, Et la positivité des marqueurs, on en reparlera un peu plus oui, tard, je pense, un important. peu plus en Oui, tout à détail. fait. Voilà, bah, il peut y avoir des zones négatives, des zones positives. Et du coup, on augmente les chances de bien documenter les différents endroits de la tumeur en prenant plusieurs prélèvements. Ça, Ça veut c'est dire une chose. ça veut dire que la tumeur n'est pas homogène. Il y a des cellules qui vont exprimer certains marqueurs et d'autres non, mais on Exactement. représente la même tumeur. D'accord. Exactement. Et puis, d'en prendre plusieurs fragments, ça permet, maintenant on le sait, on parle beaucoup de la médecine dite de précision. Et en fait, on a besoin, pour réaliser toutes les analyses nécessaires, pour soigner les femmes le mieux possible, eh bien, d'avoir des analyses histologiques Mhm. faites par le pathologiste sous le microscope, Sur le et tissu. puis des analyses plus moléculaires, où là, Mhm. on a besoin d'extraire les ARN ou les ADN de la tumeur. Et du coup, plus on a de petits fragments au départ, plus on peut faire d'analyses pertinentes avec ce matériel. D'accord. Ça, c'est une chose. Et puis, si on est amené à donner un traitement avant d'opérer, ces biopsies sont les seuls documents de la maladie au départ, avant le traitement. Donc, on a intérêt à avoir plusieurs fragments parce que pour la patiente, au jour d'aujourd'hui, on a des analyses à faire, mais Mhm. peut-être que demain, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura d'autres analyses à faire. Et si on a encore du matériel, on est confortable pour pouvoir le faire. Et donc, on met toutes les chances de notre côté d'avoir tout le matériel nécessaire pour préparer l'avenir et être sûr que l'on va bien pouvoir répondre à toutes les questions de marqueurs ou de situations de traitements différents qui pourraient arriver demain. Donc, c'est très important de comprendre ça, en fait. Ouais. Ok. Alors, on reviendra à ces questions de réanalyse de biopsie. Oui, Pour l'instant, on se trouve dans le cas de figure, on est au tout début initial. initial, voilà, la Oui. biopsie initiale. Alors, du coup, donc on a bien compris qu'on prélève ce petit échantillon de tissu. Et ensuite, il devient quoi, cet échantillon? Alors, cet échantillon, dans la très grande majorité des cas, on va le mettre dans un flacon qui fait 3-4 cm de haut et qui contient un liquide chimique qui est du formol. Et ce formol, il sert à figer les cellules qui sont dans le tissu
comme elles sont à l'intérieur du corps. D'accord. Donc, c'est un instantané, vraiment un instantané très précis de ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est le seul moyen que l'on ait pour préserver ce tissu indéfiniment. Donc, ce tissu, une fois qu'il est fixé, il va passer 6 à 8 heures dans le fixateur. Et ensuite, il y a toute une série d'étapes qui vont permettre d'examiner ensuite le tissu sous le microscope. Parce que le petit fragment, alors je peux montrer des photos ensuite, Oui, une fois oui. que j'aurai fini d'expliquer. Ouais. Et en fait, ce tissu, il va falloir le durcir pour le couper très fin. D'accord. Alors, on a deux solutions pour durcir un tissu. Soit on le congèle, mais congeler, ça permet surtout éventuellement de faire des extractions de l'ADN ou de l'ARN. Et ce n'est pas pratique parce que tous les pathologistes ou tous les radiologues n'ont pas de congélation. Donc, surtout dans tous les cabinets médicaux, ce n'est pas la solution la plus facile. Donc, la solution la plus facile et la plus diffuse, enfin la plus largement répandue, c'est la fixation en formol. Donc, une fois que c'est fixé, on va déshydrater le tissu, c'est-à-dire enlever l'eau, parce qu'on sait bien que le corps est constitué en majorité d'eau. Donc, on enlève l'eau, et ça, on le fait par des produits d'alcool croissant, qui vont jusqu'à de l'alcool à 100%. Et à la place de l'eau, on va ensuite mettre de la paraffine, de la cire, qui va rentrer très délicatement dans les cellules, qui va durcir ce tissu, qui a toujours sa petite forme de cylindre. Et après cette imprégnation par de la paraffine, ça donne donc un bloc de paraffine. Donc peut-être certaines qui sont avec nous ce matin ont entendu parler, ou le bloc de paraffine, c'est là de la cire qui précieusement conserve ce fragment de tissu, cet échantillon. Et ça permet que l'équipe technique qui travaille dans les laboratoires de pathologie puisse couper sur ce qu'on appelle un microtome, c'est-à-dire c'est une lame de microtome, c'est une lame très très aiguisée qui va permettre de couper très finement à 3 microns d'épaisseur, donc c'est vraiment très fin, comme de la dentelle, ce tissu, donc préservé par le formol, préservé par la paraffine. Une fois que c'est coupé, on enlève la paraffine pour le colorer, ce tissu. Alors, je crois qu'il faut que je montre des exemples. C'est le moment de montrer les photos, je pense. Alors, pour partager, je suis jamais super à l'aise. En bas de votre écran, il doit y avoir Écran partagé, voilà. Voilà. Exact. Donc, je crois qu'il faut que vous Alors, oui, en effet. C'est comme ça, je vais pouvoir montrer. Et en fait, c'est ce qui explique qu'on attend les résultats de la NAPAT. Au moins 5, 6, 8 jours quelquefois, parce qu'en fait, ça... eh bien, ça... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, ça, c'est pour revenir sur le geste que fait le radiologue. Donc, il est là. Là, c'est pour une microbiopsie. Donc, il a sa sonde d'échographie. Et là, on est à l'intérieur du sein. La tumeur est là. Et avec son aiguille, il prélève l'échantillon de la tumeur. Voilà, donc ça, c'est d'autres vues. Et une fois qu'il a retiré la biopsie, il la met dans ce flacon. Et en fait, pour éviter l'exposition au formol, parce que le formol, c'est un produit cancérigène, donc on s'en protège le plus possible. Et donc, il fait tomber donc de l'aiguille le petit fragment biopsique, et ensuite, il immerge dans du formol le petit flacon. Et donc, ça, on y passe 6 à 12 heures. Voilà, le petit fragment, enfin, voilà. Bon, ça, on en reparlera tout à l'heure. Et ensuite, il y a tout un processus de préparation de ces petits blocs en paraffine, mais qui donc arrivent à des coupes qui sont colorées. Alors, je crois que, voilà. Donc, l'alcool, il est le petit fragment, il est mis dans une cassette, dans ces petites cassettes en plastique, ce qui permet d'aller dans les appareils où il y a les produits chimiques. Et où les prélèvements passent toute la nuit pour être déshydratés, puis imprégnés par la paraffine. Et donc, en fait, après, le tissu est mis dans cette paraffine. Voilà. Et après, donc, les techniciens
coupe Ça, très c'est le soigneusement microtome. voilà, sur le microtome. Ça donne une coupe qui est comme ça, qui n'est pas colorée, Ouais. avec de la paraffine. Et ensuite, c'est déparaffiné puis coloré Donc ça, avec c'est de les l'hématéine. différents bains dans lesquels on va mettre Exactement. les études. La coupe va être trempée dans ces hématéine, éosine, safran. D'accord. Et ensuite, on donne une coupe avec la coloration hématéine, éosine, safran qui Et est alors, recouverte d'une lamelle et pour pouvoir observée au regarder microscope. sur le microscope. Et alors, qu'est-ce que ça marque, l'éosine, le safran, Ouais. les colorations dont vous avez parlé? Alors, je vais prendre, est-ce que j'ai déjà une... ouais, voilà. Alors, est-ce que là, on voit bien on va peut-être... voilà, là, par exemple, euh, l'hématéine colore les noyaux des cellules tumorales en violet. D'accord. Le cytoplasme des cellules, alors là, ça fait appel à des notions de biologie. Ouais, c'est Euh, le bain dans lequel, enfin, c'est ce qui est contenu dans la cellule, dans lequel baigne voilà. le noyau. Les cellules, on a toutes nos cellules dans notre corps, toutes, qu'on possède un noyau, un cytoplasme. Le noyau, c'est là où il y a l'ADN et Mhm, l'ARN, le matériel chromosomique. Les chromosomes, ils sont dans le noyau. mhm, Et les noyaux, donc, c'est ces petits ronds, ces petits ovales violets. mhm. Et autour, ce qui est rose, c'est le cytoplasme. D'accord. Et le safran, c'est le même que celui qu'on utilise dans la cuisine. Ok. Il colore tout ce qui est autour. Donc là, on voit un peu de fibrose. Et là, il y a différentes formes de cancer et vous voyez que ça prend des formes et des couleurs différentes parce que la biochimie, la biologie des cancers est différente. Donc du coup, ils prennent les colorants de façon différente. D'accord. Voilà. Et alors là, du coup, rien qu'avec cette coloration-là, vous avez quoi comme information? Alors, on a des quantités d'informations. D'accord. Ça, ce serait génial de bien retenir ça, en fait. Ouais. C'est qu'on parle beaucoup de médecine de précision et de moléculaire, mais le moléculaire, il vient rendre service à la fin et encore pour très peu de formes de cancer. Oui, on y reviendra à la fin du Voilà. webinaire, je pense. Ouais. Et finalement, bah, déjà, la très grande première information, c'est est-ce que c'est un cancer ou est-ce que c'est une lésion bénigne? Oui. Parce que bah, y a quelquefois des bonnes nouvelles. Mhm, Les boules, que ce soit dans le sein ou les boules dans le ventre, c'est souvent dans le ventre, c'est souvent des fibromes, mhm. c'est donc des tumeurs bénignes. Dans le sein, c'est souvent des adénofibromes, des lésions bénignes. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir le médecin de toute façon, parce que une boule, où qu'elle soit, il vaut mieux comprendre ce que c'est tôt pour soigner de façon ajustée. Ça, c'est certain. Et ensuite, une fois qu'on a fait le diagnostic, malheureusement, d'une tumeur, Oui. elle peut être in situ Mhm, ou infiltrante. mhm. Donc, infiltrante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organe dans lequel s'est développée la tumeur est en partie détruit et que les cellules tumorales sortent soit des canaux du sang, Ouais. soit de la muqueuse du col de l'utérus, Mhm. et qu'elles vont rentrer dans ce qui est le tissu qui est autour de ces structures normales, et que malheureusement, elles peuvent rencontrer des vaisseaux, et que donc, il va falloir traiter de façon à détruire d'éventuelles cellules qui seront parties dans la circulation sanguine Donc ça, pour c'est prévenir l'apparition ultérieure de métastases. donc Donc, un filtrant in situ, ça c'est une des premières informations que vous obtenez voilà, avec ce type de voilà. coloration. On dit bénin malin Oui, déjà. et ensuite in situ ou infiltrant. Alors, on a Voilà. une question de Jocelyne Roland que je salue, qui est notre kiné favori à la Maison Rose, Bonjour. qui demande, alors elle a une question très spécifique, elle demande comment on arrive à avoir la rupture de la membrane basale qui distingue l'in situ de l'infiltrant, justement. Voilà. Alors, je vais juste regarder, je ne sais plus si j'ai mis une image d'in situ en plus gros Mhm. plan. Non, donc on va la regarder celle-là de façon attentive. Alors, il y a deux façons de regarder, Jocelyne. C'est en fait, là, la membrane basale, j'en fais le tour. Là. Mhm. C'est vraiment l'écorce de l'arbre galactophorique dans le sein. Et puis, dans le col de l'utérus, c'est elle qui vient, en fait, c'est elle qui vient solidifier la muqueuse du col qui est au contact de l'extérieur. Hein. Le col de l'utérus, on sait bien sa fonction. Oui. C'est l'entrée, le col de l'utérus, c'est l'entrée dans l'utérus. Donc, en fait, sa fonction normale pendant la grossesse,
c'est de s'élargir, de s'ouvrir, d'ouvrir la porte de l'utérus pour que le bébé puisse faire son chemin et passer. Et la membrane basale, c'est elle qui solidifie la muqueuse qui protège la porte et le col de l'utérus. Et pendant la vie sexuelle, par exemple, c'est aussi cette écorce qui protège des chocs provoqués par les rapports sexuels, qui protège la muqueuse de ce qui est en dessous, quoi. Donc, en fait, la membrane basale, c'est du collagène. C'est quelque chose de très solide. Et en fait, on le voit à l'œil. Dans le col de l'utérus, on n'a aucun autre moyen que l'examen sous le microscope. Dans le cancer du sein, in situ, on a des cellules qui sont des formidables cellules. C'est les cellules myoépithéliales qui, elles, fabriquent la membrane basale, mais qui sont aussi les cellules qui vont se contracter quand le bébé va sucer le mamelon pour que, pendant l'allaitement, pour propulser le lait vers le mamelon. Et en fait, c'est pour ça qu'elles sont contractiles, d'où leur nom de myoépithéliales. Donc, ces cellules-là, tant qu'elles sont là, elles fabriquent la membrane basale et elles font un rempart entre les cellules du cancer que je pointe avec ma flèche, là, ici, et le tissu qui est autour. Et alors, on a des marqueurs pour mettre en évidence ces cellules myoépithéliales dans le sein. D'accord. Ce n'est pas tous les organes qui ont ces cellules-là. Et donc, souvent dans les comptes rendus, les patientes vont voir que le pathologiste a regardé la présence des cellules myoépithéliales avec des marqueurs qui sont soit la P63, soit des marqueurs musculaires, l'actine musculaire lisse. Voilà. Donc, on a soit le microscope, soit des marqueurs. Mais ça, c'est pour le cancer du sein. En fait, dans le cancer de l'ovaire, ça va être que le microscope là aussi. Est-ce que les cellules tumorales restent uniquement dans l'ovaire? Il n'y a pas d'étape vraiment in situ, sauf dans la trompe ou dans le pavillon de la trompe. Et là, c'est des femmes qui auront une prédisposition héréditaire au cancer du sein, qui sont des porteuses de mutations de BRCA1 et de BRCA2. Elles ont, à ce moment-là, on leur propose parfois de retirer les ovaires et on retire les ovaires et la trompe parce que les cancers de l'ovaire démarrent pour une grande partie d'entre eux dans cette trompe, dans ce pavillon qui vient en fait recueillir sa fonction normale au pavillon, c'est de recueillir l'ovule qui est pondu à chaque cycle par l'ovaire et qui est récupéré par le pavillon. C'est vraiment une espèce de frange, c'est très joli un pavillon. Oui, et je c'est pense qu'on bordé. a plus ou moins en tête l'image. Ouais, voilà. Alors, c'est des cellules ciliées qui viennent en fait bouger et recueillir l'ovule et l'apporter ensuite par des mouvements de cils jusque à l'extrémité de la trompe, là où la fécondation aura lieu en fait. Bon, et l'in situ de l'ovaire, il commence dans le pavillon. Et là, on a d'autres types de marqueurs. On va rechercher sur ces ovariectomies et ces salpingectomies prophylactiques la signature P53 qui signe le carcinome in situ de la trompe. Bon, là, je vais vraiment dans le détail. On est allé un peu loin là. Un peu Donc, loin. si on revient au in situ versus l'infiltrant, donc si je comprends bien, c'est au niveau de cette membrane basale qu'on va voir peut-être une rupture, c'est ça Exactement. C'est comme un trou parce que les cellules tumorales activement sécrètent des enzymes en fait qui détruisent la membrane basale. D'accord. Donc en fait, c'est ça leur capacité. Les cellules tumorales, elles n'obéissent plus à rien. Elles se divisent. Elles fabriquent des enzymes qui leur permettent de détruire les tissus pour bouger. Sortir. Exactement. Donc là, on a une image de coloration d'un cancer in situ. Donc, on voit bien qu'il est bien délimité. Si ça avait été un infiltrant, on verrait qu'il y a des cellules que la membrane basale est dégradée, que des cellules commencent à en sortir, c'est ça? C'est ça. Et ici, par exemple, sur la photo qui est là, alors qui est petite, je peux l'agrandir si vous pensez que c'est utile, mais je pense qu'on peut le voir. Là, oui, on voit, c'est bien. Voilà. C'est tout rond parce que c'est dans les canaux de l'arbre de galactophorique du sein. Et ici, ça infiltre. C'est plus rond,
c'est disposé dans n'importe quelle direction. D'accord. Là, il y a du gras, parce que malheureusement, le sein, c'est beaucoup de gras, Oui, et ça infiltre. Ici, d'accord. c'est une autre forme de cancer. Bah, c'est pareil. Là, le rond ici, blanc, c'est du gras, et le Mhm. tissu du sein est infiltré. D'accord. Je vois une petite question. Qu'est-ce que c'est la différence entre Oui. canalaire et lobulaire? Ça, c'est une excellente question. Enfin bon, toutes les questions sont intéressantes. Évidemment, ça aide bien à comprendre. Alors, je parle des canaux du sein, mais en fait, le cancer lobulaire, c'est pas parce qu'il se développe ailleurs que dans les canaux. C'est en fait une maladie. Et là, il y a une photo de lobulaire. Alors, regardez, j'attire votre attention sur ces deux photos. Ici, c'est un cancer infiltrant qui s'appelle tubuleux. Ou ça, c'est un cancer qu'on appelle de type non spécial, non spécifique ou canalaire. Mhm. Alors, ici, les cellules de lobulaire, c'est tous les petits points violets qu'on voit là. Et bon, elles sont toutes isolées les unes des autres. Alors que, est-ce que vous remarquez qu'ici, les cellules, elles sont accrochées les unes aux autres? Oui, Les oui, ça points fait des violets, c'est canards. les Ouais. noyaux, Mhm. là, et leurs cytoplasmes sont accolés les uns aux autres. Et ici, elles forment des tubes qui pourraient ressembler à de la glande mammaire normale, mais elles forment des tubes. Et ici, les lobulaires, elles sont isolées les unes par rapport aux autres. Et en fait, c'est la biologie de la maladie lobulaire est très différente de la maladie tubuleuse ou canalaire ou Mhm. mucineuse. Et en Mhm. fait, c'est parce que les cellules sont indépendantes les unes des autres et que donc, maintenant, on comprend de mieux en mieux qu'elles ont la capacité à bouger, à filer dans les vaisseaux de façon plus rapide parce qu'elles sont toutes seules. Elles sont plus petites, donc elles peuvent se faufiler dans la circulation sanguine. Mais en même temps, c'est des cellules qui se divisent très lentement. Et donc, en fait, le lobulaire, on est en train de bien comprendre qu'il a une biologie différente des autres et qui donne des métastases très longtemps après la maladie initiale, D'accord. 15-20 ans après la maladie initiale. Donc là, il y a tout un effort européen et même mondial avec des Américains. Et d'ailleurs, il y a des associations de patientes, et Émilie, vous aviez participé à une réunion européenne comme ça. En fait, on essaye vraiment de mobiliser la communauté médicale et scientifique pour traiter différemment les patientes atteintes de cancer lobulaire, parce que c'est au long cours que les problèmes surviennent et que les traitements qu'on propose actuellement pour les cancers de type canalaire ne sont pas forcément ajustés aussi bien qu'ils ne le devraient aux malades atteints de cancer lobulaire. Donc, D'accord. on essaie vraiment de booster les recherches sur cette maladie-là pour mieux s'ajuster. Et ça représente un grand pourcentage des cancers du sein, les cancers lobulaires. Alors, 15% des patientes en Oui, France et dans le monde sont atteintes de maladies lobulaires, donc ça représente quand même beaucoup de patientes. oui, donc c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Ouais. Donc là, si on revient au marquage, donc ça, Oui, c'est les marquages vraiment classiques, on va dire. Donc si on récapitule, ça donne une information sur un filtrant ou non, lobulaire ou canalaire. Est-ce que ça donne d'autres informations, cette oui. première oui. Beaucoup. Le grade de la tumeur, alors là, que ce soit Ah, dans le Je vais, sein, je vais peut-être juste arrêter le le partage, visage, comme ça on voit votre visage, c'est plus sympa. c'est Ouais, plus ouais, sympa. voilà. Je vous Donc laisse. là, vous me voyez. Voilà. Euh, Donc, en là, fait, là, on voit encore votre écran. alors, il faut que j'arrête le partage. Arrêter le Voilà, partage. c'est ça. Voilà. Donc, oui, ça donne le grade. Et le grade, c'est essentiel. Alors là, toutes les localisations des cancers de la femme ont un grade qui D'accord. diffère un peu dans les informations que le pathologiste donne. Dans le sein, on apprécie si la tumeur reproduit des glandes ou pas, si les noyaux sont gros ou petits, et Mhm. s'il y a beaucoup de mitose, c'est-à-dire si les cellules se divisent beaucoup ou pas. D'accord. Et le grade, c'est la somme de 3 scores, comme ça, et il y a 3 grades, un, 2 ou 3. Le grade 3, c'est le grade qui est le plus grave, où la tumeur va se diviser le plus vite et être le moins différenciée. Dans le col de l'utérus, on va plutôt traduire ça en bien ou moyennement différencié. D'accord. Et dans les cancers de l'ovaire ou de l'endomètre,
on va grader ça en bas grade ou haut grade. Voilà. Et le grade, ça donne une information sur quoi? Sur l'agressivité de... Voilà, l'agressivité du cancer. Et c'est souvent sur le grade que va être donnée une chimiothérapie. Mais il ne va pas être donné que donc ça va orienter le choix des traitements. Exactement. Et c'est également sur cette... après, c'est complété par d'autres arguments qui sont bien sûr l'extension de la maladie. Alors, ça veut dire quoi l'extension de la maladie? C'est la taille de la maladie. Dans le col de l'utérus, on le mesure sous le microscope en millimètres. Pardon, on va mesurer la profondeur de l'infiltration et l'extension en longueur dans le col. Oui, oui. Et en fonction du stade, le chirurgien va devoir compléter le geste chirurgical et enlever ou non des ganglions. Donc, c'est vraiment très important. Dans le cancer de l'ovaire ou de l'endomètre, c'est pareil. L'extension qui a été regardée par le chirurgien pendant la célioscopie pour le cancer de l'ovaire, c'est très important. Et dans le cancer de l'endomètre, c'est le pathologiste qui regarde la profondeur de l'infiltration. Est-ce que ça infiltre le muscle de l'endomètre, enfin de l'utérus? Est-ce que ça infiltre le tiers interne? Est-ce que ça va jusqu'au tiers externe? Donc, vraiment, l'anatomie de l'extension est très importante. D'accord, donc on a le grade avec, en regardant le nombre de cellules, comment elles se divisent, Exactement. La façon dont elles s'étendent, elles s'organisent. Voilà. Là, on a parlé de grade, on parle aussi souvent de stade, de KI 67. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différents termes parce qu'on a... Absolument. Oui. Donc, le stade, c'est anatomique. On mesure sous le microscope et on a mesuré aussi macroscopiquement la pièce opératoire qu'on a eue entre les mains. En fait, voilà, il faut bien comprendre que les pièces opératoires que le chirurgien nous confie, nous, on les récupère très précautionneusement et on les examine. Et il y a le pathologiste, il ne sera jamais remplacé par une machine pour examiner macroscopiquement les pièces opératoires. Et ça, c'est un métier, ça s'apprend. Comme le chirurgien apprend à opérer, ben nous, on apprend à prendre en charge les pièces opératoires. C'est une grande partie de notre métier. Et on met 4, 5 ans, 6 ans à acquérir cette agilité pour examiner les pièces opératoires et les découper comme elles doivent être pour qu'ensuite, sous le microscope, on puisse observer de façon adéquate et donner les informations utiles. Parce que, par exemple, si je parle de l'infiltration du col de l'utérus, eh bien, il faut que la pièce opératoire soit examinée en totalité et prélevée, découpée de façon très précautionneuse, suivant des protocoles bien clairement établis. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait sous le microscope, comme ça, avec l'hématéine, éosine et le safran. Ces couleurs rose, violette et jaune. Donc, juste pour revenir aux trois termes, stade, grade et KI 67. Alors, le KI 67, c'est autre chose. Oui. Je n'ai pas expliqué ce que c'est encore. D'accord. Donc là, pour l'instant, ces premières colorations-là, elles permettent d'établir le stade et le grade. Exactement. Et alors, après ces premières colorations, vous faites d'autres analyses? Voilà, on fait beaucoup d'autres analyses qui expliquent le temps que ça prend. Oui. Je pense que là, on comprend mieux. Ça prend combien de temps entre le prélèvement et le résultat final? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, pour une pièce, alors pour une biopsie, ça peut prendre 3 à 4 jours. D'accord. Pour une pièce opératoire, ça prend plutôt 8-10 jours. D'accord. Et le problème après, c'est qu'on a plusieurs patientes en même temps. Oui. Et que donc, le pathologiste, il les prend toutes les unes après les autres sous son microscope. Voilà. Donc, le KI67, les récepteurs hormonaux, la protéine HER2. Donc, tout ça, c'est des marqueurs. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des marqueurs. Ouais. Et les marqueurs, ça nécessite de recouper le bloc de paraffine là, que j'ai montré tout à l'heure, de recouper une coupe très fine à 3 microns et de techniquer
avec une réaction chimique à l'aide d'anticorps. On connaît bien les anticorps thérapeutiques, hein, et puis on connaît bien les anticorps là, après la pandémie. Avec le Covid, on sait voilà. ce que c'est. Bon, bah, les anticorps, nous, les pathologistes, on en a beaucoup dans nos laboratoires pour aller mettre en évidence un marqueur présent dans les cellules tumorales. Et la médecine de précision, elle est surtout basée sur la mise en évidence de marqueurs par des anticorps, beaucoup plus que par des marqueurs moléculaires génétiques. On y reviendra un peu plus tard. Donc, ces marqueurs, c'est des petites protéines qui sont exprimées sur les cellules tumorales ou dans les noyaux des cellules tumorales. Le Ki67, c'est un petit marqueur qui est exprimé dans les noyaux des cellules tumorales pendant tout le cycle de division des noyaux des cellules et de la division des cellules. Donc, en fait, quand le Ki67 est exprimé dans les cellules tumorales, ça veut dire qu'elles se divisent. D'accord. Mais ça, c'est précieux au possible. Oui, ça donne quelle information? Parce qu'on se dit que potentiellement, une tumeur, ça ne fait que se diviser. Alors, il faut bien comprendre que toutes les tumeurs se divisent avec des vitesses différentes. D'accord. Et que plus elles se divisent, et ça on comprend bien, plus elles se divisent, plus il va y avoir de cellules, plus elles grossissent. Et plus elles grossissent, plus il y a de cellules, plus il y en a qui ont un risque de s'échapper dans les vaisseaux et d'aller se tapir quelque part pour donner plus tard d'éventuelles métastases. Alors là, il faut bien comprendre que toutes les chimiothérapies qui sont données par les oncologues visent à détruire les cellules qui se sont échappées de la tumeur et qui se sont tapies. On pense probablement que c'est dans la moelle osseuse, d'accord, ou dans le foie, ou dans les poumons, mais toutes petites, et qu'on ne les voit pas avec les radios, les scanners, même les PET scanners. C'est tellement petit qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire qu'avec la chimiothérapie, elles sont tellement petites qu'elles ne vont pas résister à la chimiothérapie. Voilà. Et que c'est pour ça qu'on donne des chimiothérapies adjuvantes, pour aller détruire ces cellules isolées qui sont finalement fragiles. Quand c'est des métastases, elles sont moins fragiles, mais on arrive quand même à les détruire, heureusement, mais malheureusement, on n'a pas encore l'arme qui permet de les détruire complètement, quand c'est des métastases. On y reviendra peut-être après. Mais... Donc déjà... Je regarde juste le temps parce qu'il nous reste 20 minutes. Donc, voilà. Si on revient au Ki67... Ki67, en fait, c'est le marqueur qui dit les cellules se divisent. Voilà. Plus ou moins rapidement. Et donc, voilà. que la tumeur alors, quelquefois, est possible de s'expandre et peut-être aussi de partir. De partir sous forme de métastase. Voilà. En fait, elles sont marquées, les noyaux là sont marqués en marron. À ce moment-là, on les voit colorés en marron. Les autres, celles qui ne sont pas marquées, sont bleues. Et on compte le nombre de cellules marquées. Il y a des tumeurs où il y a 1 à 2% ou 5% de cellules marquées, très peu. Et il y en a d'autres, il y en a 80% qui sont marquées. D'accord. Quelquefois 100% qui sont marqués. Voilà. D'accord. Et donc, vous disiez que, par exemple, pour le cancer du sein, après, on a des marqueurs plus spécifiques comme HER2, les récepteurs aux hormones. Et là, c'est pareil, ça va induire, ça va orienter le choix du traitement pour c'est majeur. Ouais. C'est ça, c'est majeur. Donc, les tumeurs récepteurs aux oestrogènes positives et les tumeurs oestrogènes négatives. Ça, c'est pareil, c'est un petit marqueur qu'on voit coloré en marron dans le noyau des cellules. Et on dit qu'une tumeur est positive quand il y a au moins 10% des cellules qui sont positives. D'accord. Et pour HER2, c'est sur la membrane des cellules. Et là, c'est génial parce qu'il y a d'abord eu l'herceptine qui permet de détruire les cellules tumorales très spécifiquement. Et ça, c'est un marquage à la membrane des cellules. Donc, la membrane est marquée en marron. Très intensément. Bon, c'est lié à l'amplification du gène HER2. Et donc, voilà, nous, on le voit sous le microscope. Et actuellement, il y a des nouveaux médicaments super intelligents qui viennent détruire les cellules qui ont même une petite expression d'HER2. Ça n'a pas besoin d'être marron très fort. C'est quelques cellules, c'est marqué un petit peu. Une tumeur qu'on dit HER2 positive, elle a
quasiment 100% de ces cellules qui sont marrons, qui sont très fortement HER2 positives. Et actuellement, on identifie ce qu'on appelle les HER2 faibles, HER2 low. Oui. Et là, c'est à partir de 10% des cellules marquées, un petit peu, avec une petite intensité. Il y a des essais cliniques en cours. Et là, c'est juste des espoirs magnifiques. Parce que même métastatique, il y a des magnifiques réponses. Donc là, moi, je suis enthousiasmée par ce nouveau traitement. Et du coup, nous, on s'applique, on regarde le marquage très délicat, quelques cellules, on passe plus de temps, on donne des infos encore plus précises. C'est très précis. Voilà. Et puis, Et vous alors avez après, aussi des marqueurs qui vont aussi orienter vers une immunothérapie. Maintenant, on a aussi ces nouveaux traitements-là également. c'est ça. Ça, c'est PDL1. Ouais. C'est valable. Donc, c'est les marqueurs PDL1 qu'on regarde sur les cellules tumorales et qu'on regarde aussi sur les lymphocytes, tous les globules blancs qui sont dans les tumeurs, toutes les cellules immunitaires qui sont dans les tumeurs. C'est valable pour les cancers du col, pour les cancers de l'ovaire, pour les cancers de l'endomètre, pour les cancers du sein. Donc ça, c'est vraiment, c'est super. Et puis après, il y a tous les marqueurs moléculaires pour le col, pour l'ovaire, et qui arrivent maintenant aussi pour le cancer du sein. Alors, pour le col, on en parlera peut-être tout à la fin, mais on va parler pour l'ovaire et le cancer du sein. C'est le séquençage de BRCA1. Alors ça, on prend le bloc de paraffine, on le recoupe, mais là, pas fin du tout. On le recoupe de façon épaisse. Alors, épais, on s'entend, hein, c'est 10 microns d'épaisseur. Bon, c'est pas... Voilà. Et on va extraire les ADN. Et on va séquencer, rechercher des mutations de BRCA1 ou de BRCA2. Pour l'ovaire, c'est dans la tumeur. D'accord. Pour le sein, on n'en est pas encore à la tumeur. On ne recherche que des mutations dans les globules blancs, dans le sang. C'est-à-dire, on recherche une prédisposition héréditaire, de transmission héréditaire au cancer. Et ça, il faut vraiment bien comprendre que BRCA1 peut être muté dans deux grandes situations. Une situation où c'est une transmission par la mère à la fille, beaucoup plus rarement par le père, et il y a une prédisposition familiale à développer un cancer du sein. Mais ça, c'est que 5 à 10% des cancers. Et dans le cancer du sein, au jour d'aujourd'hui, on ne recherche que cette mutation héréditaire pour pouvoir donner des thérapies ciblées, les inhibiteurs de PARP. Mais dans les cancers de l'ovaire, on en est déjà à pouvoir élargir cette recherche à une mutation héréditaire et à une mutation dans la tumeur, qui se fait que dans les cellules tumorales, donc qui n'a rien à voir avec l'hérédité, mais qui se fait quand les cellules se transforment. Voilà, pour bien comprendre, donc on a notre patrimoine génétique où là, constitutionnellement, on peut avoir cette mutation de BRCA et donc on le transmet de génération en génération. Mais ça peut être aussi, la mutation peut aussi apparaître localement dans la tumeur quand elle se divise et qu'elle mute. Et là, peut apparaître la mutation BRCA, mais de façon locale et pas au niveau de l'organisme. Exactement. Et donc là, ça n'a pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire que c'est pour la femme une possibilité de recevoir des inhibiteurs de PARP. Et bon, ça n'impacte pas sa famille. Voilà. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas transmis. Mais par contre, c'est encore une orientation pour les traitements. Pour les traitements ciblés. Donc et là, ça, on comprend bien toute l'importance. On comprend bien toute l'importance de votre travail qui finalement va conditionner le reste du parcours de soins. À chaque étape. Oui, alors justement, à chaque étape, parce que donc là, on parlait de la biopsie vraiment initiale, mais vous nous disiez que vous conservez les biopsies pour pouvoir les réanalyser. Et ça, c'est dans quel cas de figure que vous êtes amené à faire ça? Alors, on garde les biopsies dans les hôpitaux, c'est gardé indéfiniment. Indéfiniment. D'un point de vue légal, on est tenu de garder les prélèvements au moins 10 ans. D'accord. Voilà. Mais dans les hôpitaux, on a plus de capacité de rangement et voilà. Donc, on garde les prélèvements indéfiniment. Et on est amené à les réanalyser si par malheur une métastase survient. Et qu'on a du mal à analyser la métastase. On comprend
on a du mal sous le microscope à dire oui, c'est vraiment la métastase. Alors, la première chose que le pathologiste fait, c'est qu'il ressort la tumeur initiale et il compare. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une métastase que la tumeur primaire. Oui, en fait, c'est pour savoir si ça vient du même cancer Exactement. ou si c'est un autre cancer qui serait différent C'est du... exactement ça. Donc, on les compare. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les garder pour pouvoir les comparer. Et ensuite, on en a besoin aussi, une fois que le diagnostic de métastase est établi, quelquefois, les biopsies de métastase, c'est des toutes petites biopsies. Ça peut être une biopsie faite, par exemple, sur l'os. Dans le cancer du sein, c'est souvent des métastases dans l'os. Et pour examiner sous le microscope une métastase osseuse, on est obligé de décalcifier l'os. Et ça peut compliquer les analyses des marqueurs et les extractions de l'ADN. Donc, comme le statut entre la métastase et la tumeur primaire est quand même très similaire, il y a des changements de marqueurs entre la tumeur primaire et la métastase, et c'est pour ça que c'est très important de biopsier. Un, pour prouver avec certitude la métastase, et deux, pour refaire les marqueurs sur la métastase. Parce qu'il y a eu toute une histoire, il y a eu tout un traitement, il y a eu du temps qui est passé. Donc, ça peut avoir changé de marqueur. On estime dans le cancer du sein que c'est environ 15% des tumeurs qui changent pour les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone, ça monte quasiment à 30%. Et pour HER2, ça va changer dans 8 à 10% des cas. Donc, il faut vraiment ajuster et réévaluer sur la métastase. Et donc, on va refaire tout le même processus, la biopsie à l'aiguille, par le radiologue, sur la métastase, etc. Et puis, on regardera également la présence des marqueurs moléculaires sur les métastases. Voilà. Donc, c'est super important, l'analyse de la métastase. D'accord. Et on peut être aussi amené à refaire des biopsies en dehors d'un contexte métastatique? Alors, pour l'instant, non. On ne fait une biopsie que s'il y a soit une rechute dans l'organe malade, Oui. soit s'il y a une boule qui apparaît dans l'os, dans le foie, dans les poumons. D'accord. Dans un muscle, quelque part. Et puis, au niveau local, au niveau gynécologique, il peut y avoir dans le ventre des nodules qui réapparaissent, et là, le chirurgien ira refaire un prélèvement. Voilà, ça c'est certain. Mais ensuite, oui. Oui, oui, continue, je vous laisse. Non, mais voilà. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'après, au cours de la surveillance, on va arriver, pour l'instant, c'est encore de la recherche, mais la biopsie, ce qu'on appelle liquide, c'est en fait une prise de sang. C'était ma prochaine question, c'est parfait. Voilà. C'est la biopsie liquide. En fait, là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de tissu qui est analysé. C'est juste une prise de sang. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Alors là, ce n'est pas sous le microscope que ça se regarde, c'est moléculaire. On recherche des petites anomalies, des petits bouts d'ADN, voire même des petits ARN qui circulent et sur lesquels on va pouvoir rechercher la présence d'une mutation. Donc, ça veut dire que les tumeurs, elles relarguent dans la circulation des petits fragments de leur ADN. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une tumeur, quand elle se divise, elle peut aussi avoir des cellules qui se nécrosent et qui relâchent l'ADN dans le sang. Donc, plus il y a de nécrose dans une tumeur, plus c'est facile de trouver de l'ADN. Plus la tumeur est grosse, plus il y a d'ADN dans le sang. En fait, c'est exactement proportionné. D'accord. Et alors, ce qui est spectaculaire, c'est que quand on mesure l'ADN circulant avant la chirurgie, il y en a beaucoup, c'est opéré, la tumeur est opérée, eh bien, il n'y a plus d'ADN circulant après la chirurgie. Et ce qui est génial, et là, il y a un essai qui s'appelait Padawan et que mon collègue François-Clément Bidard a mené, qui partait du principe qu'on va surveiller l'apparition de mutations dans l'ADN qui codent pour les récepteurs aux oestrogènes. Et ça, ces mutations, elles surviennent chez 30% de nos patientes qui prennent de l'hormonothérapie, des inhibiteurs des aromatases. Alors, il y a 30% des femmes qui vont développer des mutations sur ce gène. Et si on va le repérer, eh bien, on pourrait repérer comme ça les rechutes avant même qu'elles soient visibles
sous forme d'une métastase dans le foie, dans l'os, dans le poumon. Donc, on a de formidables espoirs pour détecter très tôt la maladie. Alors là, Et on est pour bien l'instant, c'est de d'accord. la recherche. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, la biopsie liquide, elle n'est pas mise en place en routine, en tout cas Non. pas dans le cancer du sein. Et je sais que il y a certains autres cancers, Alors, notamment du poumon, où c'est un peu plus exactement. en routine, mais pour l'instant, la biopsie liquide, elle n'est pas utilisée à grande échelle, on va dire. Non, et dans le poumon, c'est formidable parce que quelquefois, c'est très difficile d'aller biopsier la tumeur pour faire le diagnostic de cancer du poumon, Oui. parce que c'est très, très loin dans l'arbre des bronches du poumon. Et du coup, on a une image radiologique, le PET scanner montre que ça fixe beaucoup, et on va faire une prise de sang et on va rechercher une mutation du gène EGFR. Et là, on a le diagnostic du cancer du poumon. Voilà. Alors, c'est valable surtout pour, là aussi, pour les rechutes, mais de plus en plus, on va y aller pour le cancer, pour diagnostiquer le cancer quand on n'arrive pas à l'attraper par d'autres moyens. D'accord. Voilà. Donc la biopsie liquide, elle peut être utilisée pour Voilà. le diagnostic, on espère bientôt, pour Ouais, voir l'efficacité d'un traitement c'est euh, ça. et C'est ça. peut-être C'est modulé. et aussi anticiper éventuellement des rechutes. D'accord, mais encore une fois, la biopsie liquide, C'est de la recherche. de la recherche encore à ce niveau-là. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voulais juste prendre une question que j'ai vue passer de Cécile qui demande Oui. ce qu'est une punch biopsie. Ah oui, alors une punch biopsie, ça c'est une très bonne question. J'en ai pas du tout parlé. C'est une petite biopsie qui est faite avec un tout petit stylet. Alors là, c'est pas un pistolet, c'est un D'accord. tout petit stylet, plus léger, mais qui fait une petite biopsie de 2-3 mm, un peu ronde, qui va dans la peau, parce que quelquefois, le sein devient rouge et on dit, nous, on parle de peau d'orange, et Ok. on suspecte qu'il y a du cancer sous la peau et où il y a un tout petit nodule qui apparaît sur la peau, qu'on sent qu'il y a induré. Et Mhm. alors, la punch biopsie, elle fait une toute petite biopsie de la peau. Et le pathologiste ne regarde pas le tissu du sein à ce moment-là, mais il recherche des cellules tumorales dans la peau ou dans les vaisseaux de la peau. Voilà. Et D'accord. ça, c'est généralement fait dans deux situations. Soit on craint qu'il y ait un cancer du sein inflammatoire et on va rechercher des cellules tumorales dans les vaisseaux, ou bien, effectivement, c'est dans un nodule dit de perméation, hein, ce que je vois que Cécile dit Oui. nodule de perméation, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des petits nodules de tumeurs qui se mettent dans le derme de la peau, Mhm. et avec la punch biopsie, on les récupère. Et là, on peut faire tous les marqueurs. On peut aller rechercher les mutations de BRCA1, etc. Voilà. D'accord. Je crois que vous vouliez quand même finir Oui. sur l'HPV. Ah oui, parce que ça me tient vraiment à cœur. Oui. Alors, Parce que c'est... moi, j'avais une question juste Ouais. bête parce que quand on passe HPV, on pense frottis. Enfin, voilà, au niveau des cancers féminins et du dépistage, je pense que tout le monde pense au frottis. Est-ce que le frottis est une biopsie? C'est une question bête, mais Non, c'est pas bête du tout. Alors, le frottis n'est pas une biopsie, c'est un d'accord. frottis. C'est-à-dire que là, on y va avec une petite brosse, le gynécologue ou le médecin généraliste qui fait la femme est en position gynécologique, avec un instrument, il va écarter un peu le vagin pour bien voir le col, et il va aller frotter une petite brosse dans le col, dans l'endocol et Mhm. dans l'exocol. Et ça ramène des cellules. Parce que, vous voyez, on pèle sur la peau. Oui, Bon, ben, les muqueuses du col, c'est exactement pareil. Les cellules il y a des squames. se renouvellent. Donc, en fait, elles Ouais, desquament. ouais. Elles montent. Voilà. Et ça permet d'aller examiner ces cellules. Alors, avant, on les regardait sous le microscope. Bon, mais on les regarde toujours sous le microscope, mais on fait surtout un typage HPV. Ouais. C'est-à-dire que les cellules comme ça qui sont récupérées par la petite brosse, elles sont mises dans du formol, Mhm. un liquide qui ressemble à du formol. Et plutôt que d'être étalées sur une lame comme avant, elles sont regroupées on les fait tourner très très vite, on les centrifuge et on fait ce qu'on appelle nous un petit, je sais pas, un petit regroupement de cellules. Voilà, elles vont se tasser les unes contre les Ouais. autres parce qu'elles ont tourné à 3000 tours minute, donc elles se sont toutes regroupées et on les met soit sur une lame, et puis après, on va extraire l'ADN des papillomavirus D'accord. pour les séquencer.
Alors, on les séquence de façon plus ou moins fine, mais disons que là, le séquençage qui est maintenant fait dans tous les labos de pathologie, on cherche les virus les plus agressifs, ceux qui sont associés au cancer, contre lesquels on peut se vacciner. Et c'est sur ça que je voulais finir. Dire, Mhm. franchement, nous les femmes, on a une chance incroyable, c'est d'avoir un vaccin contre le papillomavirus, qu'il faut que ce vaccin soit fait aux garçons et aux filles à l'adolescence, avant la vie sexuelle, quoi. Et que maintenant, les femmes, si on leur diagnostique un cancer in situ ou des lésions précancéreuses, eh bien aussi, on va leur proposer de les vacciner. D'accord. Parce que ça, c'est... en fait, il n'y a pas d'âge pour se faire vacciner pour les papillomavirus. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Mhm. Et il y a des continents où, par exemple en Australie, ils ont tellement vacciné que le cancer du col est en train de diminuer, enfin la Ouais. pente. Et c'est génial parce que le cancer du col, c'est quand même compliqué. Alors, on peut le dépister, c'est génial parce que le col est accessible. C'est ce qu'on n'a pas pour le cancer de l'ovaire et c'est ce qu'on n'a pas pour le cancer du sein. Donc, le cancer du col, il faut se faire suivre par un gynéco, mais avant tout, il faut se faire vacciner. Et c'est génial parce qu'après, en mettant en plus, tant qu'on ne connaît pas son partenaire, ben on se protège avec des préservatifs et on se protège des maladies sexuellement transmissibles, du sida, on est protégé des papillomavirus et on évite quand même beaucoup d'inconvénients et on peut profiter de sa sexualité de façon plus sereine. Pour le cancer du sein, j'aimerais tellement pouvoir dire protégeons-nous. La seule chose que je puisse dire, c'est que on a mis en évidence récemment un lien entre alcool et cancer du sein. Donc, on va terminer par une note. Buvons avec modération, ne buvons que des très bons vins et que pour des occasions festives. Et en tout cas, il ne faut sûrement pas boire tous les jours parce qu'on s'expose au cancer du sein à partir de plus de 7 à 8 verres par semaine. Donc, ça va super vite. Oui, Voilà. un par Donc, jour. protégeons-nous de ça. Et voilà, alors après, il faut pratiquer de l'exercice parce que l'exercice diminue le gras qu'on a autour de nous. C'est pas que je suis fan des femmes, c'est beau une femme un peu ronde, mais le gras à la ménopause fabrique des œstrogènes qui favorisent le développement des cancers du sein. Voilà. Donc, vaccinons-nous, buvons avec modération et faisons Voilà. du sport. Petit message de prévention Ouais, pour conclure. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les traitements. Là, je suis désolée, on va pas pouvoir y répondre parce que ce n'était pas vraiment le sujet de ce webinaire. J'espère quand même qu'on vous a éclairé sur l'importance de la biopsie et du travail d'anatomopathologiste et comment il peut orienter vos traitements. Voilà, et vous proposer les traitements les plus adaptés, les plus efficaces dans votre cas particulier. Voilà, et bien, je vais vous remercier encore une fois pour votre présentation très très claire et vous dire à bientôt. À bientôt, Émilie. Merci à toutes et Merci, merci beaucoup pour votre action formidable avec Rose Up. merci à C'est vous. tellement bien, c'est Oui. tellement bien. Continuez. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.